Bonjour les amis. Nous vivons une époque déroutante. En fait, on nous prend pour des imbéciles. Ou pour des enfants, c'est selon. C'est avec le Corona Circus qu'ont été atteints les plus hauts sommets d'absurdité. Mais je laisserai ce sujet-là à d'autres, et aussi à vous-même, tant le contenu en est aberrant. Je ne vous parlerai pas non plus de la guerre qui arrive. Je préfère vous parler du climat. C'est la seconde fois que je vous fais ce petit cours basique sur le sujet, suivi d'un avis sur la possible altération anthropique de celui-ci. C'est d'ailleurs ce point qui nécessitait une mise à jour, car de nouvelles informations remettant en cause mes premières hypothèses sont arrivées entre-temps. Alors maintenant, une première manière d'abuser le public consiste à le disqualifier. Avec le Covid, c'est un « vous n'êtes pas médecin » que tout débat est immédiatement clos. Pour le climat, c'est un peu la même chose, à tel point que pour être supposé le comprendre, il faudrait être docteur en physique. Alors, pas de n'importe quelle physique, la grande physique, celle qui se perd dans les étoiles. La météorologie, non. Si, on entend ça sur les plateaux de télévision. Donc, pour parler climat, il faut donc être très savant ou simplement être un scientifique, comme on dit, à tout bout de champ de ce 21e siècle, supposé agnostique, mais en fait plus scientiste que jamais. Oui, parce que en fin de compte, la religion de ce 21e siècle, censée être sans religion, c'est la science tout simplement. Et avec elle, l'illusion que des demi-dieux protègent un peuple de crétins plus ou moins immatures. Alors passons au sujet qui vous intéresse, le climat ou autre chose de politiquement sensible. Sachez que partis sur les sources officielles ou autres médias, vous allez être rapidement dépassé car forcément, vous êtes supposé ne pas avoir le niveau. Et puis en plus, chercher à comprendre, c'est de toute façon commencer à désobéir, n'oubliez pas ça. Alors, sur les justifications, démonstrations et autres preuves, vous devrez donc faire confiance aux scientifiques pour qui rien ne peut être simple. C'est d'ailleurs pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ce sont là, vous l'aurez deviné, des manières que moi, petit ex-technicien aéro et vélivole, pilote de planeur, je réfute totalement. Je ne vous citerai donc aucune référence magistrale ou doctorale. Je préfère expliquer simplement les choses en espérant tout simplement être compris et suivi. Alors, nous allons commencer par les bases. Je vais vous présenter les bases de notre sujet. Alors, pour parler de climat, bien sûr que la météorologie, c'est la base. En fait, météo et climat, c'est tout simplement la même chose. Je vais donc commencer par vous expliquer la météorologie, vous dire ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire pas seulement un moyen de prévoir le temps de demain. Prévoir le temps de demain, c'est tout simplement qu'une des applications de la météorologie, rien de plus. Peut-être la principale application, mais rien de plus. Maintenant, rassurez-vous, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je ne vais m'en tenir simplement à l'essentiel pour comprendre les choses. C'est-à-dire, grosso modo, surtout au cycle de l'eau dans l'atmosphère. Il n'est pas utile que je vous parle d'aérologie, des différentes masses d'air, des fronts, c'est-à-dire des conflits entre masses d'air, oui, parce que ça, c'est des trucs qui ne se mélangent pas. Des isobars et autres modules et métailles intéressants, les prévisionnistes et autres calés en météorologie, mais inutiles pour une appréhension globale du climat en général. C'est-à-dire lorsqu'on veut juste en comprendre l'essentiel pour pouvoir en discuter, parce que c'est ça la base, le but. Alors pour commencer, précisons que la météorologie, c'est en gros la science de l'observation du ciel. Alors en météore, c'est tout ce qui est visible dans le ciel, d'où le nom de cette discipline. Alors là, je sais à quoi vous pensez. Oui, les étoiles filantes, effectivement, ce sont des météores, certes. Cependant, ce que nous voyons dans le ciel, ce sont essentiellement des nuages. La météorologie, c'est donc bien connaître les nuages et comment ils fonctionnent, tout simplement. Sur la nature, vous savez probablement déjà que les nuages sont composés d'eau en suspension dans l'air, soit liquide en faibles gouttelettes, soit solide sous forme de cristaux de glace, cela dépendant de la température,
Bon, jusque-là, tout va bien, tout le monde sait cela, mais c'était bien de le rappeler. Alors, passons maintenant au fonctionnement de l'atmosphère, ou plutôt de la stratosphère, constituant la partie de l'atmosphère limitée par un plafonnement physique appelé tropopause. Au-delà de cette limite, la physique ordinaire des glaces ne s'applique plus en raison de trop faible pression. Il n'y a d'ailleurs plus aucun nuage, du nuage d'eau. La tropopause constitue donc comme un plafond, comme le serait au fond celui d'une serre. Pour simplifier, lorsque je dis atmosphère, c'est cette couche, celle qui contient la vie qu'il s'agit en général. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la dite tropopause, ne nous intéresse pas. Bon, alors, il faut que je vous parle de l'air, bien sûr. Alors, l'air est un mélange stable de gaz divers, plus de l'eau. L'eau, c'est le seul élément en proportion variable. Pour mémoire, sachez que les composants stables de l'air sont essentiellement l'azote et l'oxygène. Alors, il y a aussi un peu de gaz carbonique et d'autres gaz dits rares. Ces corps forment alliance pour conférer à l'air, qui est un mélange, ses propriétés physiques, chimiques, électriques, etc. Je pourrais vous donner quelques propriétés. Par exemple, sa faculté d'oxyder certains métaux, ceux moins vivement que l'oxygène pur, et que cette propriété change en fonction de l'humidité. Cela est sans importance pour le climat, mais je juge utile d'illustrer ainsi que l'air n'est pas un truc inerte à plein de points de vue, par exemple celui de cet exemple. Alors, qu'est-ce qui est important? Bon, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a toujours de l'eau dans l'air. L'eau se révèle visible dans les nuages, ainsi que par les précipitations, pluie ou neige par exemple. Lorsqu'elle n'est pas visible, le ciel est à double, c'est que sa forme est uniquement gazeuse. Cette eau présente dans l'air peut changer d'état, passant ainsi au liquide ou au gazeux et inversement. Ces changements d'état entraînent d'importants transferts d'énergie-chaleur. Ce point est très important. Ceux qui n'ont pas oublié leur cours de physique du collège, alors c'était en 4e ou 3e, je ne sais plus, savent qu'un changement d'état, pour rendre liquide un corps quelconque, par exemple, un corps pur, ou pas, consomme bien plus de calories que pour simplement faire monter sa température. Vous devriez au moins savoir que pour les corps purs, que les corps purs ont une température de fusion qui les caractérise. Que lorsque l'on atteint cette température, il faut continuer à chauffer jusqu'à fusion totale de l'échantillon avant que sa température puisse continuer à augmenter. Vous comprenez ici, donc, alors on revient à l'eau, que la météorologie est très intimement liée à l'eau dans l'atmosphère. Ce n'est bien sûr pas tout. Des interactions thermiques, voire purement thermiques, font aussi la météorologie et donc le climat. Alors bon, là il faut que je vous glisse un mot sur la notion de thermique pure. Mais bon, vous avez sûrement intuitivement compris qu'en l'absence de changement d'état de l'eau, le climat se résume à du thermique pur. Bon, alors par exemple, ce qui se passe dans les déserts se réduit souvent à du thermique pur et cela se caractérise par de grands écarts thermiques. Ainsi, les déserts sont à la fois des endroits les plus chauds et les plus froids du globe. Mais bon, oubliez ça ou si vous voulez, ou plutôt sachez que ça existe, car même dans les déserts, il y a souvent des nuages, ils sont juste beaucoup plus hauts et génèrent rarement des précipitations, c'est tout. Alors sachez justement que la quantité d'eau présente dans l'air, quelle qu'en soit sa forme, change sans cesse dans les temps et dans l'espace. Et puis je vous rappelle encore qu'il y en a toujours. Cette proportion d'eau varie dans le temps parce qu'aujourd'hui n'est pas comme hier. Là, on peut penser aux prévisions météorologiques. Et dans l'espace parce que le climat du désert, par exemple, ne ressemble pas au climat irlandais ou plus proche de nous, le climat breton par exemple.
Alors, nous avons appris à l'école que sur Terre, l'eau effectue tout un cycle passant par les océans, les terres et l'atmosphère. Son passage par l'atmosphère est ce qui nous intéresse pour expliquer le climat. Voilà, j'en ai fini pour ce qui est de poser les bases de mon exposé. Alors, d'abord, comme quoi le climat, c'est la météorologie, c'est la même chose, dont il est une partie. Donc, le climat et la météorologie, c'est la même science. Que la météorologie consiste à étudier ce que nous voyons dans le ciel et comment cela fonctionne. Que tout ce qui concerne le climat dans la partie vivable de l'atmosphère se passe dans la partie vivable de l'atmosphère, limitée par un plafond appelé tropopause, l'ensemble constituant un milieu clos comparable à l'atmosphère. Que le climat est essentiellement le résultat du cycle de l'eau en ce qui concerne la partie qui se passe dans l'atmosphère, à l'exception de quelques redistributions thermiques, ou des échanges thermiques. Que les changements d'état, donc, ont surtout une très grande importance. Alors, maintenant, on va passer à une autre partie. Les bases seront posées, donc je vous ai donné les bases. On va passer à la dynamique de notre sujet. Alors, le climat, c'est, dynamiquement parlant, d'abord une source d'énergie, le soleil. Ensuite, un air qui varie en température et en humidité, soit deux variables essentielles, plus un peu de mécanique, à savoir des mouvements de convection et des vents. Bon, je répète, dynamiquement parlant, le climat, c'est d'abord une source d'énergie qui est le soleil, ensuite un air qui varie en température et en humidité, soit deux variables, plus un peu de mécanique, à savoir des mouvements de convection et des vents. Alors, je pense que tout le monde sait ce qu'est une convection, c'est-à-dire l'agitation d'un fluide d'origine thermique. L'eau dans une casserole, par exemple, l'air autour d'un poêle. Bon, dans l'atmosphère, c'est pareil. Les orages sont en particulier le siège de mouvements convectifs de grande ampleur et assez violents, sauf que ceux-ci ne sont pas purement thermiques. Bon, oubliez ça pour le moment. En fait, pour entrer dans les détails, il me faudrait là en dire plus sur cette branche de la météorologie, qu'est l'aérologie. Mais bon, ça risque d'être lourd. Je vais donc simplifier tout ça, par exemple, en considérant que les lois des gaz parfaits s'appliquent à l'air tant que l'on reste dans le domaine du purement thermique. Suite à quoi, la faculté qu'a l'air d'entrer en mouvement dépend de son profil de température. Quoique non, je ne devrais pas vous parler de ça. Bon. Alors, car si lorsqu'une particule d'air se soulève et donc se détend, mais ce en restant tout de même plus chaude que l'air environnant, un mouvement de convection s'établit. On dit alors que l'air est instable. Bon, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Vous allez voir que l'important est plus loin. Alors il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut savoir que l'air c'est un isolant thermique. Il est à un tel point qu'il ne peut s'échauffer ou se refroidir qu'au contact direct. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des ventilateurs dans vos PC et aussi des grandes surfaces d'échange appelées radiateurs dans tout ce qui chauffe là-dedans. Vous voyez, j'ai pris l'exemple du PC parce que ce qui s'y passe est purement thermique et donc c'est facile à comprendre. Donc je reviens sur la chose, pour transmettre pour transmettre de la chaleur à l'air, il faut, par exemple dans un PC, passer par un ventilateur ou à la limite par des radiateurs, c'est-à-dire des trucs qui augmentent à la surface de contact. Il existe cependant un autre moyen de charger ou décharger l'air en énergie thermique que nous verrons plus loin. On voit ça dans les orages. Bon, cet autre moyen passe par l'eau et ses changements d'état. Alors, pour comprendre tout du comportement de l'eau en ce qui concerne l'atmosphère, observons les nuages. C'est là qu'il faut ouvrir les yeux.
Donc à basse altitude et par beau temps, pas trop sec, un nuage qui apparaît et qui grossit, hop, c'est qu'il y a de la condensation. Alors lorsque vous voyez un orage qui s'étiole et qui disparaît, c'est qu'il y a évaporation. Alors pour info, ces nuages-là se rencontrent au-dessus de phénomènes convectifs de beau temps. Ces phénomènes durent généralement un certain temps de manière plus ou moins aléatoire. Ici, en prenant de l'altitude, les particules d'air se détendent suffisamment et donc se refroidissent assez pour atteindre une certaine température appelée point de rosée. Alors le point de rosée est une température, celle à laquelle la condensation apparaît. Remarquez que ces nuages-là, que je viens de vous montrer, des cumulus, ont un dessous plat. Le haut est bourgeonne, mais c'est important. Mais le dessous plat, là, c'est parce que ça montre que les particules d'air attiennent donc exactement à une certaine altitude, donc à une certaine pression, hein, et donc une certaine température qui est celle du point de rosée. Alors, on va vous montrer. Alors maintenant, même chose ici, hein, mais donc je vous montre autre chose, d'autres nuages, mais à haute altitude et dans le lit d'un vent formant des ondulations. Oui, parce que parfois le vent forme des ondulations. C'est suivant d'autres profils thermiques, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Donc quand c'est le vent, l'air se refroidit et cristallise au vent de ce magnifique nuage. Un lenticulaire, ah, c'est beau ça. Plus loin, en redescendant, l'air se réchauffe et les cristaux qui formaient notre beau lenticulaire disparaissent sous le vent du nuage. Dit autrement, les cristaux de glace qui composaient le nuage se subliment et finissent par disparaître. Il en est toujours ainsi, les nuages étant sièges de condensation et ou de cristallisation. Si le phénomène est intense, il évolue en précipitation pouvant descendre jusqu'au sol sous forme de pluie ou de neige. Ceci observé, vous comprendrez facilement ce qui se passe au niveau du sol et ensuite tout le cycle de l'eau en ce qui concerne son parcours atmosphérique. Donc, partant du sol, donc le soleil chauffe le sol ainsi que l'air au niveau du sol. Cette énergie gracieusement offerte par le soleil se transforme pour partie directement en chaleur et pour partie en évaporation-sublimation, c'est-à-dire en chaleur latente. Ça aussi c'est important. Donc la chaleur latente, c'est l'énergie thermique transformée en changement d'état de la matière. On l'a dit latente parce qu'elle est susceptible d'être restituée en chaleur ou autre chose. On peut dire aussi que certaines calories issues du rayonnement solaire sont parties, alors soit en évaporation à basse altitude au-dessus des mers et des étendues d'eau, mais aussi des végétaux. Alors, notion importante, on appelle évapotranspiration la production de vapeur d'eau des organismes vivants. On pense évidemment essentiellement aux végétaux. On parle de sublimation au-dessus des glaciers, mais c'est un peu la même chose que au-dessus des eaux. Alors la chaleur latente contenue dans l'eau vaporisée, c'est de l'énergie susceptible d'être restituée ailleurs. Alors maintenant, la part d'énergie solaire transformée en chaleur directe et la part transformée en chaleur latente dépend de nombreux facteurs, pour partie locaux et pour partie au fait que l'air soit plus ou moins avide d'eau. Ainsi, un sol très chaud, par exemple plus sombre, est-il favorable à l'échauffement direct et au mouvement convectif? Bon, alors si le sol n'est pas plat, bien orienté par rapport au soleil et en plus assez accidenté, c'est mieux, on trouve ça plutôt en montagne. Cependant, en plaine, il y a par exemple les gares sombres et avec des rails qui marchent bien, surtout par conditions de thermique pure. Alors ça, c'est un truc que vous dit un pilote de planeur. Il y a les parapentistes aussi qui sont intéressés par ce genre de phénomène.
Alors attention à ce qui concerne l'évaporation. Le soleil c'est bien, mais soleil plus vent c'est mieux. Alors là, les lavandières ne me contrediront pas. Alors, le problème des lavandières, c'est de faire sécher le linge. Alors il peut arriver que le soleil soit absent, mais si l'air est assez sec et qu'il y a du vent, le linge sèche quand même. On comprend aisément que dans un milieu sec, grâce au soleil, l'air s'échauffera plus qu'en milieu humide, alors que dans les deux cas, l'énergie récupérée est à peu près la même. Le phénomène peut d'ailleurs être séquentiel, ainsi de la fonte des neiges au printemps, favorisée par l'établissement de brises de vallée. Ce n'est pas tellement le rayonnement solaire qui agit quand la neige est bien blanche, mais l'arrivée d'une brise réchauffée plus bas, puis sur les rochers. En fait, la neige se sublime plus qu'elle ne fond, mais ça ne se voit pas. Ce faisant, on comprend que l'établissement des brises de vallée soit généralement assez tardif, le soleil étant déjà relativement assez haut, lorsque tout cela finit par se mettre en branle. Donc, par beau temps, on a toujours des brises de vallée en montagne. Alors, en journée, donc, elle remonte la vallée. Pour diverses raisons liées à la dynamique des systèmes nuageux, dont au début de cet exposé, je vous ai posé qu'il était inutile ici de s'en préoccuper, l'eau vaporisée peut se condenser, voire cristalliser lorsque le phénomène apparaît à haute altitude ou simplement au cœur de l'hiver. Ce faisant, c'est alors qu'une partie de l'énergie présente sous forme d'énergie latente réchauffe l'air. C'est ce qui explique que les temps humides soient doux, ni trop chauds ni tout froids. Alors les temps humides ne sont pas très chauds parce que les précipitations traversent un air non saturé, sous les nuages dont elles sont issues, et que le soleil est caché. Les temps humides ne sont pas trop froids non plus, parce que dans les nuages, la condensation a restitué un peu de chaleur. Alors là, je vous rappelle que les brouillards sont des nuages, sauf que ce sont des nuages qui sont au ras du sol. Ces nuages-là sont d'ailleurs de la famille des stratus. Donc en général, le matin, vous dites ça, tout le monde sait cela, le matin, il y a des brouillards, ils ne gèlent pas. Vous avez compris là? Pourquoi? Voilà les amis. Les précipitations sous forme de pluie et de neige terminent le cycle de l'eau, c'est-à-dire son retour au sol. Il est temps maintenant de récapituler mon exposé sur ce climat qui fait de la Terre un habitat vivable, par la faculté qu'a l'air de récupérer l'énergie rayonnée par le soleil directement et indirectement, c'est-à-dire directement sous forme de chaleur directe ou indirectement sous forme de chaleur latente en se chargeant de vapeur d'eau, et que la partie vivable de l'atmosphère, appelée troposphère, considérant ainsi sa partie dense limitée par la tropopause, constituait un milieu clos, un peu comme une serre, et que la partie vivable de l'atmosphère, appelée troposphère, considérant ainsi sa partie dense limitée par la tropopause, constituait un milieu clos. L'ensemble constitue bien comme une serre dont l'équilibre dépend des apports solaires, bien sûr, mais aussi des prédispositions de l'air à se charger en vapeur d'eau et tout simplement des disponibilités en eau. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour savoir comment fonctionne le climat. Le reste n'est que détail dépassant l'approche globale consistant à en comprendre juste le fonctionnement. Je pourrais vous en dire plus, par exemple si vous vouliez pouvoir deviner quel temps il fera demain. D'autres gens expliquent le climat autrement, mais ce sont forcément des bêtises. N'écoutez pas en particulier les sots croyant à cette thèse d'un supposé forçage radiatif à partir d'imaginaires gaz à effet de serre. Ces trucs-là n'existent pas. La nature est plus simple dans tous ses fonctionnements que toutes ces théories sophistes soutenues à des fins politiques par de prétendues élites qui vous enfument.
aidé en cela par un groupe intergouvernemental d'élite, d'élite bien sûr, comme toujours. Je parle ainsi du GIEC, lequel n'est supposé être une réunion d'experts que pour les francophones. Alors là, permettez-moi les amis, de revenir sur certaines absurdités contenues dans la thèse du GIEC d'un forçage radiatif. C'est ainsi que, singulièrement, et d'après cette thèse, le principal gaz à effet de serre ne serait pas le CO2, mais la vapeur d'eau. Alors j'insiste sur un détail, c'est que le GIEC considère bien l'eau vapeur et non pas l'élément eau en général. Ah ben non, parce que si c'était l'eau, en général, nous serions d'accord. Alors, donc, pour le GIEC, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Gaz, la vapeur d'eau. Alors, si nous suivons bien leur raisonnement, plus il y a de la vapeur d'eau dans l'air, plus ça chauffe. Sauf que plus ça chauffe, plus il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Et donc, que tout cela devrait s'emballer. En fait, ce n'est pas ce qu'ils disent. Et ce n'est pas ce qu'il est, et ce n'est pas ce qu'ils disent. Bon, alors maintenant, attendez, parce qu'il y a encore plus rigolo avec ces idioties. Ce sont les pets des vaches. Car il existerait un autre gaz plus à effet de serre que le gaz carbonique. C'est le méthane, CH4. D'où de supposées fâcheuses conséquences sur le climat à cause du relâchement malodorant de ces braves bêtes qui tendent à être en plus bien trop nombreuses. Bon alors j'arrête là sur la thèse du forçage radiatif, car sauf à provoquer en vous le syndrome goebbelsien du plus c'est gros, mieux ça passe, vous êtes maintenant d'accord avec moi que tout ça ne sont que foutaises. Bon, alors, puisque vous m'avez bien suivi jusqu'ici et bien compris comment fonctionne le climat, et aussi qu'il fallait éviter de croire n'importe quoi, vous voilà apte à en parler. Alors, quant à savoir si le climat change, ah, là, c'est à vous de faire votre opinion. C'est d'ailleurs encore plus simple, il suffit de regarder autour de vous. En fait, vous n'avez même pas besoin d'y comprendre quelque chose. Mais bon, ça aide quand même. En effet, lorsqu'on se retrouve obligé de croire quelqu'un sur parole parce qu'on n'y comprend rien et que les avis dits autorisés divergent, alors on n'a plus d'autre choix que de calquer sa vérité sur celui qui a une bonne tête. Bon, c'est une loterie en somme. Bon. Alors les amis, maintenant je vais vous donner mon opinion. Alors mon opinion est que oui, le climat change et que c'est visible à l'œil nu. Alors dans mon coin, en Gironde, les vendanges sont de plus en plus précoces, il ne neige plus l'hiver. Alors nous avons des grêles qui la remplacent, oui, parce que surtout l'hiver, on a des orages d'hiver, ça n'existait pas autrefois. Et des grêles, et en été, elles sont de plus en plus fortes. Bon, dans les autres régions, ça va mal aussi, par exemple en montagne, puisque tous leurs glaciers reculent. Alors, pour autant, je ne me demande pas si on n'exagère quand même pas un peu les choses, car par ailleurs, les mers ne montent pas tant que ça. Alors, nos moyens de mesure par satellite qui sont très précis sur ce sujet ne relèvent finalement pas grand-chose. Enfin, si, ils relèvent une réalité inférieure aux craintes exprimées au XXe siècle. Par exemple, la Méditerranée a bien monté un peu, sauf que cela s'explique par la simple dilatation des eaux. Alors, bon, je doute que vous constatiez autre chose par vous-même, mais bon, peut-être, hein. Dans ce cas, dites-le, les amis, dans le forum, il est là pour ça. Bon, alors maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à une autre partie.
pourquoi, pourquoi ce changement climatique? Alors, est-ce la faute au gaz carbonique? Ben, ma foi, peut-être. Il est un fait que la présomption est très forte d'une action de ce gaz sur le climat, et en particulier sur la température, en raison d'un constat scientifique. En effet, les savants qui étudient l'histoire de la planète, en la lisant dans les carottes de vieilles glaces, ont constaté que la température du globe évoluait de la même manière que le taux de gaz carbonique dans l'air. Ce taux a justement assez fortement augmenté en même temps que la production anthropique de ce gaz, conséquence également présumée de la croissance industrielle. Là, on est sur la dernière partie des mesures. Cependant, pour nous, ainsi que je viens de vous le démontrer, la thème fumeuse du GIEC d'un réchauffement en masse des particules d'air par les gaz à effet de serre n'est pas acceptable. J'ai donc pensé à une autre explication, différente de celle du GIEC, mais plus satisfaisante et tout aussi conforme aux présomptions initiales. Alors là, le fait est qu'un air de la belle époque a moins de 300 parties par million de gaz carbonique et un air d'aujourd'hui a plus de 400 parties par million, ce n'est plus le même air. Alors je vous rappelle ici que l'air est un mélange et que changer des proportions dans un mélange modifie ses caractéristiques physiques, et ce suivant de manière souvent assez imprévisible. J'avais donc imaginé que la capacité qu'aurait l'air à se gorger d'eau pouvait avoir changé puisque ce n'était plus le même air. Je vous rappelle, l'air de la belle époque, moins de 300 parties par million de gaz carbonique, l'air d'aujourd'hui, plus de 400 parties par million de gaz carbonique. Alors, ce n'est plus le même air, on peut penser que les caractéristiques physiques de cet air, de ce mélange, de l'air qui est un mélange, pouvaient avoir changé. Donc, puisque ces caractéristiques avaient changé, on pourrait penser que sa capacité on pourrait penser que sa capacité à être avide d'eau pouvait avoir changé. Puisque ce n'est plus le même air, il pouvait être plus avide d'eau. C'était une hypothèse qu'on pouvait faire. Dit autrement, à même température, même pression et même humidité relative exprimée en pourcent, il pouvait contenir probablement plus d'eau de façon absolue, donc en humidité absolue, ce qui s'exprime en grammes par mètre cube, donc d'eau. Donc notre nouvel air pouvait donc avoir amélioré sa capacité à se charger en énergie sous forme de chaleur latente, puisqu'il pouvait contenir plus d'eau de manière absolue. Bon, ben alors les amis, je vais vous dire que finalement cette explication-là, et maintenant je le sais, n'était pas la bonne non plus. En fait, l'éclaircissement nous est parvenu. Il n'y a pas, en fait, de liaison de cause à effet entre le taux de gaz carbonique et la température. Nous allons voir que ce sont là, en réalité, deux paramètres qui varient de concert avec le plus ou moins bon état des sols, du couvert végétal des terres. C'est là un des constats à tirer d'une étude lancée en 2017 et qui a récemment abouti sur le cycle de l'eau. Cette étude, en fait, n'a fait que compiler savamment des savoirs traditionnels et d'autres plus récents sous la direction d'un certain Jean-Luc Galabert avec la participation de nombreux collaborateurs. Un document de 124 pages daté de juillet 2022 est sorti. Une version PDF est en accès libre sur Internet. Il y a un lien que je vous ai mis avec la version PDF, il y a le lien qui est dans le descriptif. Je l'ai mis là. Alors, le long titre du document, comprendre les cycles hydrologiques et cultiver l'eau
pour restaurer la fécondité des sols et prendre soin du climat, ne nous dit même pas tout de la densité documentaire en savoir inédit révélé par le document. Alors, quoique ces savoirs préexistaient, mais de manière disparate et au sein parfois de communautés parfois plutôt refermées sur elles-mêmes. Alors, 5 thèmes sont traités dans le document. La complexité du cycle de l'eau dès lors que l'on entre dans les détails, que les sols vivants retiennent l'eau, que le végétal crée de l'eau nouvelle et que cela génère de la pluie, que le seul élément à effet de serre est l'eau et que restaurer les cycles de l'eau, c'est restaurer le climat. Alors, les amis, ici j'interprète un petit peu, les auteurs n'ayant pas percuté que le GIEC ne considérait que l'eau vapeur et non pas l'élément eau. Suite à quoi M. Galabert et ses collaborateurs ne s'opposent pas frontalement à la thèse officielle. Ils veulent juste corriger, mais bon, en fait, ce qui n'a plus aucun sens, en fait. Alors, le document se termine par d'autres constats d'expérience, donc qu'il a été démontré par des expériences qu'il est même possible de revertir des déserts. Effectivement, il y a des gens qui sont vraiment arrivés à ça. Bref, il y a plein de conclusions à tirer après lecture du document. Alors, après lecture, que conclure? D'abord, que nous nous sommes tous trompés sur les causes du dérèglement climatique. Que ce dérèglement climatique est certes bien réel et visible à l'œil nu. Ces nouvelles explications collent parfaitement avec le constat, notamment, qu'un assèchement est aussi en cours, ce qui explique que les mers ne montent pas tant que ça. Alors effectivement, il n'y a pas de relation de cause à effet entre le taux de gaz carbonique et la température moyenne sur Terre. Puisqu'en réalité, une montée des températures et du taux de CO2 sont tout simplement deux symptômes agissant de concert avec la dégradation de la couverture végétale des terres. Ensuite, qu'en conséquence de quoi le CO2 issu de la combustion d'énergie fossile à base de carbone n'est pas responsable du dérèglement climatique, que c'était là tout simplement une fausse piste, que ces combustions restent bien sûr critiquables pour plein d'autres raisons et qu'il ne serait certainement pas une bonne idée de renoncer à faire des efforts de sobriété pour autant. Bon alors par contre, la stupide à de nombreux points transition énergétique que voudraient imposer les gouvernements a encore moins de sens désormais. Alors, que la couverture verte des parties émergées de la Terre est très dégradée. Voilà, c'était le constat. Ce qui était aussi un constat effectué un petit peu à part, bien sûr, sauf que celui-ci n'était pas avant lecture du document, donc on ne faisait pas les liaisons, on ne faisait pas cette liaison. Alors, on constate aussi que ces dégradations sont de plus en plus graves et que c'est cela qui dégrade le climat sur tout le globe terrestre. Alors maintenant, disons que ce qui pourrait advenir à plus ou moins long terme devient imprévisible. Oui, mais ce, sans être aussi catastrophique que prévu finalement. Surtout si on suivait ce qui était à partir des hypothèses officielles du GIEC, lesquelles expliquaient le phénomène en accusant le gaz carbonique. Par contre, nous avons maintenant au moins une sortie possible de tout ça, alors que réduire nos émissions de gaz carbonique à zéro était illusoire, complètement irréalisable. En fin de compte, il nous faudra juste
prendre enfin soin de nos terres. Nous devrons tout simplement revoir la plupart de nos pratiques agricoles, restaurer au mieux nos paysages campagnards et nos forêts. Il nous faudra peut-être aussi casser des bétons et des goudrons, fussent-ils neufs ou prétendument indispensables. Oui, parce que l'imperméabilisation de la terre, c'est pas un truc négligeable aussi dans le constat. Donc, planter de la verdure et des arbres, même en ville. Voilà. Voilà ce qu'il faudra faire pour sauver le climat. Et en plus, la nature n'en sera que plus belle. Et maintenant, merci les amis de votre attention.